Bonsoir François Baroin, Bonsoir. ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. Cette émission, on l'a intitulée François Baroin, au nom du Père. Et pourquoi au nom du Père? Tout simplement parce que on vous a connu publiquement un soir de mars 87 sur le plateau d'Apostrophe. Vous aviez 21 ans, vous êtes venu présenter le livre écrit par votre père, Michel Baroin. Et pourquoi c'était vous? Parce que votre père était décédé un mois plus tôt dans un accident d'avion. C'était un monsieur qui occupait une place importante dans la vie publique française. Et voilà comment vous avez expliqué la raison de votre présence sur le plateau. Je me suis senti le devoir de lui rendre cet hommage. Et puis je crois qu'également, à l'intérieur de l'ouvrage, il y a un message profondément optimiste et rempli d'espoir que je me devais de continuer de faire passer. Parce que pour donner un sens à sa vie en général, si vous voulez. Parce que si tout ce qu'il avait fait restait lettre morte, et moi, son fils, ne continuant pas l'œuvre entreprise, la vie et sa vie n'auraient eu aucun sens. Je voulais qu'il soit fier de moi, je voulais que ce soit effectivement une communion entre nous deux, quoi. Ça vous habite encore, ce sentiment de fierté, que votre père soit fier de vous? Bon, j'étais fier de lui, il m'a énormément marqué, et ça fait... Le temps passe, c'est impressionnant, mais je suis évidemment animé par son message, ses valeurs. Alors aujourd'hui, vous êtes ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. C'est porte-parole du gouvernement en tant que tel que je vais vous poser des questions. Maintenant, Florence Cassé, le verdict a été confirmé par la Cour suprême mexicaine. La France est très mécontente. Que va faire la France? La France a déjà exprimé très fortement, par la voix de Michel Alliot-Marie, la position qui, je crois, traduit bien l'incompréhension de la diplomatie française, de la France, de la justice française. Nous avons une conception de l'état de droit qui est très rigoureuse, avec un certain nombre de procédures. Nous ne souhaitons pas d'intervention politique au plus haut degré d'échelon de décision auprès de la Cour de cassation mexicaine. Donc nous avons été choqués, nous l'avons dit. Le président de la République va recevoir la famille de Florence Cassé demain et il exprimera à cette occasion la position officielle sur le pourquoi, le comment, le jusqu'où et ce qui est devant nous. Est-il possible qu'on annule l'année du Mexique en France? Ça me paraît une décision suffisamment importante pour y réfléchir. Il est probable que Nicolas Sarkozy en parlera demain. Et on dit qu'il pourrait également envisager de poursuivre le Mexique devant le tribunal pénal international? En tout cas, cette situation ne nous satisfait pas. Nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes préoccupés, nous nous inquiétons pour elle, nous nous inquiétons pour sa famille et nous ne comprenons pas. Et cette incompréhension sur le plan diplomatique est un message suffisamment puissant et fort. Nous souhaitions un parallélisme des formes, pas d'intervention politique à l'intérieur de ce dossier, car le dossier sur le plan judiciaire nous paraissait suffisamment solide pour qu'au regard de la Cour de cassation mexicaine, il y ait une décision qui soit adaptée à la réalité de Florence Cassé. Maintenant, seule l'intervention politique peut faire quelque chose. Voilà, on est à un point de crispation, comme l'on dit. Il va falloir trouver la méthode pour en sortir. L'Égypte, on a entendu hier le Premier ministre François Fillon rendre un hommage au président Moubarak. On l'écoute. Je tiens à rendre hommage à cette décision courageuse de quitter le pouvoir, décision qui répond aux fortes aspirations du peuple égyptien, à la démocratie, à la liberté, à la dignité. C'est aux Égyptiens qu'il revient d'apprécier l'action d'Hosni Moubarak et la trace qu'il laissera dans l'histoire de son pays. Mais personne ne pourra contester la contribution qu'il a apportée à la cause de la paix dans la région. Quel contraste avec le ton du président Obama qui, lui, a parlé de cette liberté des peuples. Oui, nous n'avons pas suivi l'évolution heure par heure des relations entre Washington et le Caire. Chacun le sait, les États-Unis se sont appuyés beaucoup sur l'Égypte pour établir un point de paix. À quel moment la relation entre Moubarak et Obama s'est altérée? À quel moment ça a basculé? Est-ce qu'il y a eu une anticipation? Est-ce qu'il y a eu du suivisme? Il ne nous appartient pas de le dire. Mais nous, de quoi a-t-on peur? En revanche, François Fillon est dans le vrai lorsqu'il dit que l'Égypte, et Moubarak en particulier au cours de ces 30 dernières années, a été le point d'équilibre. Je ne rappellerai pas devant vous, vous l'avez suffisamment dit et répété, l'Égypte est l'un des seuls pays arabes à avoir signé un traité de paix avec Israël. C'est un point d'équilibre, c'est un peuple de plus de 80 millions d'habitants. Je rappelle aussi sur le plan culturel, pour ceux qui s'intéressent à cette question, que le recteur de la mosquée du Caire a un rôle majeur dans l'équilibre de la position des musulmans. C'est donc un double point
de contrôle, d'équilibre politique et d'équilibre religieux qu'il a fallu mettre en lumière. Et ce n'est pas parce qu'un homme s'en va, et qui s'en va suite à un souffle de liberté, qu'il faut saluer, que nous avons accompagné, puisque ce sont les valeurs de notre pays, qu'il faut oublier ce qui s'est passé au cours de ces 3 dernières décennies. Mais on a l'impression que la France a peur de ce printemps des peuples arabes, peur de l'islamisme, peur de ce qui pourrait arriver. La crainte de l'islamisme, elle ne date pas de ces mouvements-là. Elle date de bien avant, elle date des attentats que nous avons vécus, elle date de la manière dont nous avons nous-mêmes évolué pour réaffirmer nos principes républicains, que ce soit la loi sur le voile à l'école, que ce soit la question de la burqa. On voit bien qu'un certain nombre de fondamentalistes sont montés au créneau pour dire vous, la France, pays des droits de l'homme, et au nom de ces valeurs, vous ne pouvez pas imposer ce type de mesures. C'est à travers cela que nous souhaitons renforcer et réaffirmer nos valeurs de liberté. Nous n'avons pas peur de ces mouvements. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est la naturelle prudence. La France est une ancienne puissance coloniale. Elle a eu soit des protectorats... Pas pour l'Égypte. Pas pour l'Égypte, mais elle a été engagée dans des mouvements suffisamment importants avec une Suez. Histoire commune, et nous pensons à Suez naturellement. Donc tout ça, c'est pas si vieux. C'est peut-être très vieux pour beaucoup de vos téléspectateurs, mais ça n'est pas si vieux, un demi-siècle au regard de notre histoire. Et donc cette volonté de non-ingérence, cette volonté de non-surinterprétation de la position française à l'égard de l'Algérie, de la Tunisie ou d'autres pays susceptibles d'être emportés par ce flot liberté, ce qui est très positif, puisqu'au fond c'est un cri de liberté, il est entendu, mais nous ne voulons pas être mis en cause, soit par une ingérence trop soutenue ou considérée comme telle, exemple les critiques à l'égard de la position américaine vis-à-vis de l'Égypte, et trop lointaine vis-à-vis du souffle de liberté, compte tenu des populations qui sont et du nombre de populations qui sont sur notre territoire. Est-ce qu'on redoute également des mouvements d'émigration massifs, comme ceux qu'on est en train d'observer, par exemple, de Tunisie vers l'Italie depuis 48 heures? Et ça, c'est évidemment un sujet, mais c'est un sujet actuel, lié au changement et au risque de chaos, à l'interrogation, aux besoins d'ordre. Donc un certain nombre de familles peuvent se dire bon, on va aller dans un pays plus tranquille, on va traverser la Méditerranée, et on reviendra quand ce sera plus calme. La France n'a pas vocation à accueillir l'ensemble de ces mouvements, tout comme l'Italie, tout comme les autres pays de l'Union européenne. Nous souhaitons naturellement que l'ordre se rétablisse dans ces pays, que les autorités constitutionnelles garantissent l'intégrité physique de chacun de leurs concitoyens pour leur permettre d'aller et venir en toute liberté dans leur pays, pas chez nous. Où en est-on du contrôle des biens de la famille de l'ex-président Ben Ali, l'ex-président tunisien? Récemment, la cellule Tracfin, qui observe tous ces mouvements à partir du ministère des Finances, avait observé des allées et venues un peu bizarres sur les comptes. Alors, vous voyez, la position française a été critiquée au moment de Ben Ali. Nous avons été le premier pays, dès le lendemain, à la demande du président de la République, pour adresser un message d'alerte et de vigilance renforcée sur tous les mouvements de fond concernant Ben Ali et son entourage. Nous l'avons fait. Nous avons également, deuxième temps, sollicité l'Union européenne pour prendre les décisions, puisque nous réfléchissons dans un état de droit international qui s'applique au gel des avoirs, ce qui a été fait, et cela suit son cours, ça avance, il y aura évidemment toutes ces informations à la disposition des autorités constitutionnelles tunisiennes, parce que nous avons aussi besoin de savoir ce qu'ils veulent faire. Tout est bloqué à l'heure actuelle. De toute façon, le gel est bloqué, la décision européenne est applicable. Et les biens immobiliers ? Et les biens immobiliers sont évidemment bloqués, et nous avons bloqué tous les mouvements qui nous paraissaient suspects. Ils ont été bloqués, et maintenant nous agissons dans le cadre d'une directive de l'Union européenne, enfin d'une directive, d'une mesure européenne. À l'occasion de ces événements, on a parlé des voyages des ministres français à l'étranger. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais simplement, il y a une décision qui a été prise par Nicolas Sarkozy, c'est que vous, comme tous vos collègues du gouvernement, désormais, avant d'aller à l'étranger, vous demanderez autorisation à Matignon. Mais qui va donner l'autorisation au Premier ministre et au Président de la République d'aller à l'étranger ? Le statut de chef de gouvernement et de chef d'État est un statut particulier à part. Ces mesures s'appliquent pour les ministres, et après tout, c'est très bien, et c'est une bonne chose. Il ne faut pas être très loin de son bureau, comme l'a dit Nicolas Sarkozy jeudi. Tout ça n'est pas gênant. Chef d'État, chef de gouvernement, ce sera piloté par la cellule diplomatique. Enfin, je vois mal le conseiller diplomatique donner l'autorisation au président de la République d'aller là-bas. Il peut le conseiller pour dire que c'est peut-être pas un bon endroit, mais pas pour les vacances. Ce qu'il faut, c'est que ce soit compatible avec notre politique diplomatique. Et je n'en reviens pas sur la Tunisie. Ce qui a pu lever une interrogation, c'était le fait d'aller en Tunisie en vacances au moment où les mouvements démarraient.
Bon, donc le président de la République décidera par lui-même quand même. Oui, je crois qu'il est assez grand. Et puis, statut de chef d'État, attendez, il faut quand même revenir à la raison. Un chef d'État, il représente la France et il doit être sécurisé partout où il va, avec les peu de jours de vacances qu'il s'autorise à prendre. Vous avez annoncé pour bientôt le projet de loi sur les conflits d'intérêts. Alors, est-ce que vous allez reprendre plusieurs des dispositions qui ont été proposées par la commission Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, déclaration d'intérêt tous les ans, pas de cadeau reçu d'un montant supérieur à 150 €, déclaration également des activités du conjoint? Alors, dans le rapport Sauvé, il y a des bonnes choses, il y en a d'autres que nous ne reprendrons pas. Nous ne reprendrons pas tout ce qui concerne ce que lui a interprété comme une frontière privée-publique, exemple le cumul des mandats ou ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec un texte sur les conflits d'intérêts. Et j'ajoute que c'est aux élus et au fond aux citoyens de décider exactement qui les représente, sous quelle forme et dans quel cadre. En revanche, conflit d'intérêts, on définit strictement le périmètre autour de la partie privée. À quel niveau on s'arrêtera? Je mènerai, puisque je porterai ce texte... Au moins le conjoint probablement le conjoint, mais faut-il aller plus loin? Ça, c'est une vraie question. Je vous donne un exemple. Un directeur de cabinet qualifié à Bercy ou ailleurs, à Bercy, prenons l'exemple de Bercy, à l'autorité de tutelle sur les banques. L'un de ses enfants mène des études de commerce et veut rentrer dans une banque. Si nous allons sur la ligne du rapport dit Sauvé, eh bien, il est possible qu'il y ait un conflit d'intérêts entre la carrière du père et la carrière du fils. Il faut quand même aussi bien réfléchir à quel pays de liberté et quel cadre on souhaite aussi pour servir l'État. Le conjoint va être concerné. Conjoint, oui. Le conjoint va être concerné. Les cadeaux, pas au-delà de 150 €? Moi, ce sont des mesures qui ne me choquent pas. Après, il faut voir qu'est-ce que l'on entend par cadeau. Il faut entendre la définition du cadeau. Je ne sais pas, vous recevez quelque chose vous-même ici, comme journaliste. Voilà, il y a déjà un encadrement, je me permets de le rappeler. Et tout ce qui va au-delà d'une certaine somme peut être susceptible d'être condamné pour abus de biens sociaux ou ce genre de choses. Donc, nous irons le plus loin possible dans la logique de transparence, mais pas trop loin non plus pour éviter de basculer dans une société qui n'aurait plus aucun sens et qui empêcherait l'État à terme d'avoir des politiques de recrutement de cadres de qualité pour servir notre pays, et aussi des responsables politiques qui, dans les générations qui vont venir, devront aussi pouvoir vivre, je dirais, normalement et sans être à livre ouvert ou sans être totalement sous l'inquisition permanente. La France préside le G20 cette année. Le FMI joue un grand rôle au G20. Vous êtes d'accord? C'est incontestable. Une institution importante. Je vous vois à peu près venir. Mais oui, alors, est-ce qu'il serait dommageable, est-ce que la France redoute que le FMI soit affaibli par un changement de directeur général en cours d'année? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'informations. Non, mais est-ce que vous redoutez? Est-ce que là, du côté français, on se dit quand même, ou pas? On travaille à mandat constant. On travaille à mandat constant pour le président de la République et à mandat constant pour le directeur général du FMI. Ça veut dire quoi, ça? Pardon, mais... Non, ça veut dire que, je suppose que vous évoquez Madame Sinclair, qui nous a expliqué... Oui, c'est ça. Donc, voilà. Dominique Strauss-Kahn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mandat constant? Monsieur Strauss-Kahn a un mandat qui l'emmène au-delà des présidentielles. Monsieur Strauss-Kahn, que je sache, est toujours directeur général du FMI. Monsieur Strauss-Kahn sera en place aux côtés du président de la République pour piloter les affaires du G20 au cours de cette année. Jusqu'au bout, vous êtes sûr de ça? Je ne suis pas favorisé d'informations particulières. Mais vous le souhaitez, en tout cas? En tout cas, on travaille là-dessus, oui. Vous travaillez là-dessus, vous le souhaitez vraiment? Ça serait quand même embêtant. Mais je trouve que c'est très bien qu'un Français soit à la tête d'une grande institution internationale, et c'est mieux pour l'image de la France que ce même Français conserve son mandat jusqu'au bout, puisqu'il a pris un engagement qu'il le respecte. Assez curieusement, alors que vous aviez signé une chronique avec Jean-François Copé, Christian Jacob et Bruno Le Maire, il y a de ça quelques temps, on vous a vu en désaccord avec Jean-François Copé sur la fonction publique. Vous avez dit le statut des fonctionnaires, c'est un totem, il faut pas y toucher. Les 35 heures, rouvrir le débat, ça serait envoyer un très mauvais signal aux partenaires sociaux. La hausse de la TVA, elle aurait des conséquences catastrophiques sur notre activité économique aujourd'hui. Vous êtes en rivalité avec Jean-François Copé? Nous sommes très amis, on a grandi ensemble en réalité en politique, on a été au gouvernement ensemble. Je l'ai beaucoup soutenu à la tête du mouvement et je souhaitais son arrivée à l'UMP. Et depuis qu'il y est, on peut dire que l'UMP revit. Elle revit, il y a des débats d'idées, on n'est pas d'accord sur tout. Oui, ça c'est vrai. On a eu des débats par le passé sur un certain nombre de sujets et on a eu des points de rapprochement. Si on prend les différents sujets les uns après les autres, l'affaire des 35 heures, la question du coût du travail est devant nous, c'est incontestable. Mais on est au lendemain
du dossier des retraites. On a besoin de renouer les liens du dialogue social avec les partenaires. Donc ça n'est pas à l'ordre du jour de ce calendrier gouvernemental d'ici la fin de la législature. L'affaire de la fonction publique, je suis aussi ministre de la fonction publique, c'est effectivement une question sensible. À l'heure où nous discutons de la lutte contre la précarité dans la fonction publique pour les 800 000 et un peu plus de fonctionnaires qui sont concernés par des CDD, il ne me semblait pas opportun, comme ministre de la fonction publique, d'accompagner un débat. J'ajoute que sur le principe, je suis plutôt réservé. Et l'affaire de la TVA sociale, c'est une nature différente. Moi, je suis l'élu d'un département qui a beaucoup souffert des délocalisations. On a perdu 1000 emplois par an pendant 25 ans. Ça a été des souffrances humaines épouvantables. Et j'ai signé une proposition de loi sur la TVA sociale à l'époque. J'ai évolué dans ma réflexion et je pense que c'est une mesure qui, pour être efficace, doit être ciblée à au moins plus de 5 points ou 6 points. Ça veut dire 40 ou 48 milliards ou 50 milliards pour que ce soit vraiment quelque chose d'effectif. Et je pense que nous n'en avons pas les moyens et c'est à contre-pied de ce que nous faisons. En mettant sur la table des sujets aussi dangereux pour la majorité, Jean-François Copé, il joue vraiment pour la réélection du président de la République? Mais ça, c'est une idée folle que d'imaginer que Jean-François Copé ou quelques autres ou moi-même, nous puissions envisager quoi que ce soit en dehors de la réélection de Nicolas Sarkozy. Eh bien, à propos de Nicolas Sarkozy, tiens, on va le regarder. Il est allé à Troyes, c'était quelques jours avant le remaniement du mois de novembre. On l'écoute. Permettez-moi de remercier François Baroin pour son accueil. Mes remerciements pour la qualité de son travail. Il bénéficie de ma confiance totale. Et donc, je veux lui dire mon amitié et combien, bien sûr, je compte sur lui. Alors, vous êtes le maire de Troyes. Quand vous entendez ça, vous dites, ça y est, je vais être nommé Premier ministre? Non. Donc, je ne pense pas qu'il aurait pris à témoin la salle du conseil municipal de Troyes pour dire tiens, il sera... Parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. Il y a quand même une chose étrange, c'est que vous avez à plusieurs reprises contré le président de la République. Vous n'étiez pas au gouvernement à ce moment-là, sur la laïcité, sur le mode de nomination du président de France Télévisions, sur le retour dans l'OTAN, etc. Et puis maintenant, on ne le compterait plus. Qui a changé? C'est lui ou c'est vous? Ça me fait sourire, parce que tout comme votre question sur Copé, la question sur Nicolas Sarkozy, nous sommes des gaullistes. Et les gaullistes, nous avons à la fois, je crois, un caractère, une personnalité affirmée. On n'a pas les mêmes idées sur tout. D'ailleurs, quel intérêt ça aurait d'avoir les mêmes idées sur tout? Moi, je suis un Chiracien, chacun le sait. J'ai été fier d'accompagner Jacques Chirac dans l'exercice de ses mandats présidentiels. Et je suis fier d'être aux côtés de Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour servir mon pays. Après que nous ayons des différences d'appréciation sur tel ou tel sujet, ça importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il est le chef de la famille, il a rassemblé sa famille. Ça, c'est un fait politique important. Il a joué son chef de famille, il l'a rassemblé. Toutes les sensibilités sont au sein du gouvernement ou dans la majorité. Et c'est un atout important pour la campagne de 2012, puisque votre émission annonce déjà ce rendez-vous. Politique, c'est assez simple, hein. C'est un chef, une équipe, un projet. Le chef, il est là, il n'est pas contesté. L'équipe, elle est en place, elle rassemble tout le monde. Et le projet, nous sommes en train de le définir entre les différents débats animés par l'UMP et ce que Nicolas Sarkozy proposera lui-même.